Nous déplorons vraiment les climats dans lesquels cette audience, d'intimidation dans lesquels ces audiences ont eu lieu. Je vous rappellerai que c'est le troisième lieu où l'audience a lieu. Déjà, les droits de la défense sont écornés gravement parce que nous avons commencé à la haute cour, au siège de la haute cour. Après, c'était à Makala. Maintenant, on l'a déplacé, Manu Militari. On l'a mis dans une voiture à Vivali, au point que même le véhicule qui était là aux abords de la prison qui a suivi n'a pas pu suivre pour l'amener à Ndolo, où l'audience a eu lieu dans des conditions, d'abord lui-même les conditions de détention dans lesquelles on le détient. Pour quelqu'un qui a déjà une santé précaire, ce sont des conditions difficiles. Nous craignons beaucoup pour sa vie, parce que même pour accéder aux détenus, madame, quand elle arrive, même avec du lait ou les repas ou les médicaments qu'il doit prendre dans des heures fixes, on peut les faire attendre pendant des heures avant d'y accéder. Les avocats, nous-mêmes, nous avons du mal à accéder à la prison parce que même les gens qui sont devant la prison ne nous accordent pas les facilités que la loi et la Constitution nous reconnaissent pour rencontrer notre client, parler avec lui pendant des heures afin de préparer les prochaines audiences. Et les échéances, comme vous pouvez le remarquer, entre des audiences, c'est-à-dire les délais d'ajournement, sont des délais très courts et ça demande que nous puissions être très souvent en contact avec lui pour préparer, essayer de commenter les différentes pièces avec les clients pour préparer une audience, une défense bien étoffée. On a besoin de ça, mais nous souffrons des difficultés qu'on nous crée pour rencontrer les clients, des difficultés que la famille... Donc c'est un peu comme si quelqu'un était un grand criminel, mais qu'on le détiendrait en isolement, un isolement qui ne dit pas son nom. Surtout depuis qu'il est en dolo, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le placer en détention chez lui à la maison pour qu'il continue à suivre les soins médicaux, d'autant plus que c'est quelqu'un qui vient de subir une intervention chirurgicale que j'étais ici, mais de très grande envergure, et une très grosse opération, comme on peut dire comme ça, qu'il a subi. Il a besoin d'être dans un environnement où il peut se soigner et puis se préparer, recueillir les pièces, les éléments des preuves, parce que toutes ces preuves qu'on présente là sont critiquables. Si nous n'avons pas le temps, nous, en tant que conseil, de les examiner, de les lire. Par exemple, hier, on était au niveau de l'auditorat général, on nous dit que non, bon voilà, le ministère public doit d'abord faire encore un rapport pour nous restituer les pièces qui d'après la Cour, n'avaient pas de rapport avec les procès. Donc jusqu'à présent, on ne l'a pas. On demande de venir vendredi. Entre-temps, l'audience est mardi. Quand est-ce qu'on va les prendre? Quand est-ce qu'on va les examiner? Quand est-ce qu'on va parler avec les clients? Vous voyez, donc, on nous met dans une situation d'inégalité, des difficultés pour pouvoir préparer l'audience par rapport au ministère public. Or, d'après la loi, d'après les garanties du droit de la défense, nous devons être placés au même pied d'égalité que les parquets. Le parquet, c'est-à-dire l'auditoire. Parce qu'ici, au niveau du procès, le parquet est une partie, comme toute partie. Il vient pour soutenir son accusation et nous venons pour soutenir la défense. Nous devons être placés dans les mêmes conditions. Il n'est pas avoir les avocats sont intimidés. Quand les avocats vont pour lire les pièces, parfois ils constatent des signaux bizarres, ils partent, ils laissent. Voilà, dans ces conditions, comment on peut parler d'un procès équitable? Donc le caractère équitable d'un procès dans ces contextes est sérieusement ébréché. Sérieusement ébréché. Et nous nous en plaignons. Nous sollicitons en tout cas de la part des autorités, même du chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État, qui puisse un peu intervenir pour laisser aux avocats les coudées franches, la liberté nécessaire, les facilités nécessaires pour préparer cette audience. Sinon, ça serait comme si cette audience était une exécution judiciaire sommaire. En réalité, ça risque de devenir un simulacre de procès dans lequel la présomption d'innocence n'existe pas. Il y a comme une sorte de présomption de culpabilité. C'est comme si notre client est déjà condamné d'avance. Même les gardiens de la prison a une opinion sur ces procès et complique. Quand vous dites simplement que je viens pour M. Mongachut, on vous complique. Oh non, mais comment vous estimez que... Donc on estime qu'il n'a pas le droit de bénéficier d'une défense en bonne et due forme dans ces conditions. Et je signale ici que Maître Sanané, Joseph, son avocat attitré depuis longtemps, qui maîtrise très bien les arcanes de ces dossiers, jusqu'à présent, depuis le 3 mars, est toujours détenu dans les locaux de la DEMIAP. Et à l'audience du 4, notre client a soulevé cette question. Le président de la Cour qui siégeait, le président de la Chambre a demandé au ministère public de pouvoir voir cette situation-là.
Jusqu'à présent, on n'a toujours pas d'écho que ça a avancé d'une manière ou d'une autre. On vous parle avec des invoqués qu'il y a d'autres procès, il y a d'autres audiences, ce qui n'est pas du tout bon. On veut faire de ces procès un procès spécialiste. La Cour agit ici, veut agir ici comme c'était un tribunal d'exception, parce que c'est une question sécuritaire. Nous signalons en tant qu'avocats que tous les dossiers sont des dossiers et les droits constitutionnels doivent être garantis. Tous les dossiers doivent pouvoir être, comment dirais, jugés en tenant compte de toutes les garanties que la Constitution accorde aux droits de la défense.